c'est une maladie de dégénérescence. C'est quelque chose qui se produit tous les ans, un petit peu, on perd de l'os. On perd environ 1 à 2% d'os tous les ans après 30-35 ans. Déjà aussitôt. Ouais. Comment? Aussitôt déjà. Ah oui, oui, tout à fait, ça démarre très très tôt. Et pour les femmes, il y a une brusque accélération au moment de la ménopause. Ce qui fait que, malheureusement pour elles, elles prennent de l'avance sur les hommes et aux environs de 60, parfois même avant, eh bien, elles ont déjà des os qui sont bien affaiblis. À 70 ans, 94% des femmes ont des os affaiblis. Et après, derrière, ça peut dégénérer, comme ma grand-mère, fracture du col de fémur, effondrement de la colonne vertébrale, elle était toute voûtée vers l'avant. Comme mon père, lui, il a eu vraisemblablement des tassements vertébraux, mais verticaux. Donc, il ne s'est pas penché, il est resté droit. Et il peut y avoir d'autres soucis encore qui peuvent être très, très graves. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la prévention en amont, justement, chez la femme de la ménopause? Est-ce qu'il faut prendre des traitements en amont ou pas, ou comment ça se passe? Alors, les traitements, en fait, actuellement, ça existe, ça fonctionne, ça diminue les risques. Simplement, c'est pas vraiment physiologique, en fait. Quand on regarde les mécanismes, ce sont des astuces qu'on a trouvées pour éviter les plus gros problèmes, mais ça peut en créer d'autres. Donc, si on peut éviter les médicaments, il faut les garder pour les dernières extrémités quand on ne peut pas faire autrement. Alors qu'il y a plein d'autres solutions efficaces, testées, on commence à le savoir depuis quelques années, c'est assez récent, qui permettent de conserver, voire de reminéraliser ces os, de reprendre de la densité osseuse, de renforcer ces os. Et ça, il s'agit d'apporter aux os, d'une part, les nutriments qui leur manquent, on les connaît, on sait lesquels ce sont, et d'autre part, de donner l'ordre aux os de se renforcer, de se stimuler. Parce que les os, c'est comme les muscles, il faut les nourrir correctement et il faut les stimuler. Si on ne fait que... Est-ce qu'il y a vraiment des carences? Ah oui, oui, tout à fait, c'est très fréquent. Vitamine D, par exemple, en automne et en hiver, tout le monde en manque, sauf si on fait de la supplémentation. Au printemps et en été, c'est souvent le cas également parce que les gens travaillent, ils sont à l'abri, ils sont dans leur voiture, ils ne sont pas dehors aux heures où le soleil donne à plein. On se protège aussi, on met de la crème en été pour éviter de se brûler la peau. Et donc, de ce fait-là, on arrête les rayons efficaces qui sont les rayons UVB, qui sont les plus fragiles, qui sont ceux qui sont arrêtés en premier. Donc, déjà, sur la vitamine D, il y a des déficits. Calcium, il y a des déficits très fréquents aussi. On peut y arriver par l'alimentation, mais c'est pas simple. Il faut vraiment s'en occuper pour y arriver. Protéines, ça arrive assez souvent aussi, surtout qu'on nous dit qu'on mange trop de viande, alors que, en fait, quand on prend un peu d'âge, on métabolise un petit peu moins bien. Donc, il faut compenser. Toutes les protéines comptent, qu'elles soient végétales ou animales. Donc, il y a des gens qui préfèrent des protéines végétales. Ça marche très bien, mais il en faut suffisamment. Et puis, éventuellement, magnésium, vitamine C. Voilà. Tout ça, il y a 80% de la population, plus même, qui manque de l'un ou de l'autre. Donc, quand même. Oui, oui, tout à fait. J'avais vu dans un congrès, il y avait quelqu'un qui disait que même les Espagnols étaient en carence de vitamine D à hauteur de 40 à 50% de la population. Absolument, tout à fait. En fait, pour avoir de la vitamine D en suffisance toute l'année, il faut être à peu près à la hauteur du Sahara. Donc, même en hiver, en Afrique du Nord, les gens n'ont pas assez de soleil pour avoir leur vitamine D. Et on a découvert, parce que comme les gens se couvrent aussi, se protègent du soleil, ils restent à l'intérieur pendant les heures chaudes, eh bien, on a découvert qu'il y avait également beaucoup de carences en Afrique du Nord. Ah oui, d'accord. C'est assez fou quand même quand on y pense. Hein. Ah oui. C'est récent. Hein. Les découvertes de ça, c'est récent?
Absolument, on est rendu compte, on découvre de plus en plus sur la question, et en fait, c'est lié aussi au fait que les gens vivent de plus en plus longtemps, et quand ils vivent de plus en plus longtemps, tout ce qui est dégénérescence se met en place progressivement. Et donc, ce sont des choses qu'on n'étudiait pas quand on meurt à 50 ou 60 ans, ben, on n'a pas les mêmes soucis. Quand on meurt d'une maladie, de la tuberculose ou bien de la rougeole, eh ben, on ne se préoccupe pas tellement d'ostéoporose. Par contre, quand on atteint 70, 80 ans, là, les conséquences sont beaucoup plus nettes et visibles. D'accord. Est-ce qu'on sait aujourd'hui la part entre justement le fait d'avoir des apports corrects, le fait de bouger, c'est quoi le plus important? Est-ce qu'on connaît ça? Les deux sont complémentaires. Si on n'a pas les apports nécessaires, eh bien, on n'arrivera pas à renforcer. Par contre, si on ne fait pas de stimulation, il ne se passera rien. Parce que les os, c'est comme les muscles, il faut les nourrir et les stimuler. Si on se contente de les nourrir, on ne fait pas d'os, on ne fait pas de muscles, on fait du gras. Bien sûr. Stimulation incontournable, ce qu'on oublie souvent. Bah, ça tombe bien parce qu'on en parle pour tout, pour le cœur, pour toutes les maladies à peu près. Donc, Exactement. c'est ça qui est Exactement. intéressant. Absolument. Et les recommandations, on est sur quoi? On est sur 20 minutes, on est sur 1 heure par jour d'activité physique? Oh, il s'agit de faire de l'activité physique. Alors, ça dépend si on regarde la santé générale ou la santé osseuse. La santé générale, il y a plein d'activités qui fonctionnent, même à faible intensité. La marche, la natation, le vélo, la corde à sauter, la course, tout fonctionne très bien. Il suffit d'en faire effectivement, c'est minimum 1 heure et demie par semaine, à peu près. Par contre, pour les os, il y a des seuils. Il s'agit de stimuler un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours comme activité. Par exemple, pour les fémurs, eh bien, si on fait de la marche, c'est insuffisant. Il faut le minimum qui marche, et ça donne un petit impact, pas très important, mais déjà notable, c'est la marche en terrain vallonné, parce que là, il y a un impact. Quand on monte, quand on descend, les impacts vont stimuler les fémurs et leur donner le signal du renforcement. Ce sont des petits impacts. Si on veut aller plus loin, on peut faire de la corde à sauter, monter, descendre les escaliers aussi vite que l'on peut, en sécurité, en tenant la rampe, bien sûr. On peut courir, etc. Et là, on va avoir des effets qui sont plus importants. Et on peut le faire 3 à 5 fois par semaine pendant un quart d'heure environ. D'accord. Pas tous les jours. Pas tous les jours, non, il faut laisser au corps le temps de se reposer, de récupérer, de se renforcer. Et pour la colonne vertébrale, qui est la deuxième zone qui est souvent fragilisée, avec les fémurs, il y a 3 zones qui sont fragilisées. Les poignets, la colonne vertébrale, les fémurs. Pour la colonne vertébrale, la seule chose qui marche, c'est soulever de la charge. Si on ne soulève pas de charge un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude, il ne se passe rien sur la colonne vertébrale. C'est ce qu'on voit sur le dos en général aujourd'hui. Hein. Le traitement du dos, c'est de soulever de la charge. Hein. Exactement, tout à fait. En plus, on s'est rendu compte récemment que porter des charges suffisamment importantes, ça entretient aussi les disques intervertébraux, parce que en les écrasant, il y a du liquide qui sort, et quand on les relâche, le liquide rentre de nouveau et ça nourrit les disques intervertébraux. C'est vraiment extrêmement important. En plus, quand on a des douleurs au dos, on peut arriver aussi à les affranchir grâce à des charges bien appliquées, correctement appliquées, en sécurité. C'est vraiment important. Ouais, c'est ce qu'on fait. Et est-ce qu'on a justement des idées de quantité de charge? Alors, les quantités de charge, la règle du pouce qu'on peut prendre, il faut au minimum 40% de son poids. 40% de son poids pour une personne qui fait 50 kg, ça fait 20 kg à porter, à soulever pendant quelques secondes. C'est pas mal quand même. Hein. Ah oui, ce sont des charges importantes. À partir de ce seuil-là, on commence à avoir un petit peu d'efficacité. Un petit peu seulement. Pour avoir une bonne efficacité, il faut aller à 80% de son poids. Ah, quand même. Quand même. Ouais. D'accord. Là, par contre, tu portes vertical. Tu oui, portes tout à fait. sur toi.
Okay. Ah oui, absolument. Il faut que ce soit vraiment vertical, pas en porte-à-faux, en veillant à ce que l'axe, les vertèbres soient bien alignées. C'est vraiment important. Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant ça. C'est bien. Mais par contre, ouais, tu restes dans l'axe. On ne propose pas de faire justement d'aller dans tous les sens, d'aller en flexion, d'aller en extension, parce que nous, en rééducation, on leur propose beaucoup de travailler dans tous les sens pour avoir une masse musculaire à peu près confortable dans tous les plans. Alors, c'est une très très bonne chose de varier les exercices. Là, je ne parlais que du minimum pour vraiment renforcer la solidité des vertèbres. D'accord. Mais si on fait des variations tout autour, effectivement, on va donner de la souplesse à l'ensemble des articulations de la colonne vertébrale ou des fémurs. On va renforcer les muscles. Ça va être complémentaire. Ça va aller dans un sens de plus grande facilité de vie, effectivement. Donc là, on parle plutôt de l'aspect préventif, mais une fois que tu as une ostéoporose un peu importante ou une ostéopénie, est-ce qu'on fait la même chose du coup ou ça va dépendre un peu du cas et du taux qu'on va avoir dans l'ostéodensitométrie? Alors, l'ostéoporose, quand c'est vraiment très très grave, les personnes se cassent des vertèbres rien qu'en toussant. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile d'arriver à faire quelque chose d'utile du point de vue stimulation naturelle. Par contre, quand on n'en est pas encore là, quand on n'a pas de fracture, quand on est encore à de l'ostéoporose, même un petit peu avancée, alors pas trop avancée, mais un petit peu avancée, ou bien d'ostéopénie, là, ostéopénie, on peut y aller. Il y a des protocoles qui ont été testés en Suisse, aux États-Unis et en Australie qui montrent que ça fonctionne très très bien et qu'en quelques mois, on arrive à reprendre de la densité osseuse. Donc ça vaut la peine de s'y mettre. Ça vaut la peine de s'y mettre, ça fonctionne, c'est validé. On peut reprendre en quelques mois plusieurs années de déminéralisation osseuse. Ah, super, c'est une super bonne nouvelle ça. Absolument, en moyenne. Alors, ça ne marche pas aussi bien chez tout le monde. En moyenne, c'est en 8 mois, on arrive à reprendre à peu près 2 ans de déminéralisation osseuse. Ok. Et ça, on parle sans traitement médicamenteux. Sans traitement médicamenteux, oui, absolument. Par l'apport des bons nutriments et par la stimulation. Avec des exercices comme des soulevés de poids, ou bien avec certains, ce qu'on appelle des flexions guidées, c'est-à-dire on met de la charge sur les épaules, ou bien avec le stimulateur vertébral, qui est un appareil qui a été récemment inventé et qui permet de stimuler la colonne vertébrale en la gardant totalement verticale. D'accord, super. Mais ça, c'est une super nouvelle. J'avais lu qu'il y avait beaucoup d'études qui montraient qu'à partir du moment où on a une ostéopénie, il n'est plus nécessaire de faire un apport en vitamine D parce que ça ne sert plus à rien. Est-ce que tu me confirmes ce genre de choses? Pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est vraiment important d'avoir des apports de nutriments au bon niveau, même si on est sous traitement à la limite, parce que les traitements certains traitements stimulent la reformation osseuse et il faut avoir les matériaux nécessaires pour construire de l'os. Si le corps n'a pas les matériaux nécessaires, il ne va rien faire. Oui, c'est logique de toute façon. Mais Voilà. il disait que c'était plus un traitement. Alors qu'en fait, le traitement, ça nourrit, c'est pas vraiment. C'est pas suffisant pour arriver à renforcer les os, mais c'est un élément incontournable. C'est nécessaire et insuffisant. De toute façon, toute la vie, il faut travailler là-dessus. Ah oui, oui, oui. La nutrition, oui, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup des traitements médicamenteux? Parce que évidemment, c'est un peu controversé avec les effets importants qu'on peut avoir, même si c'est rare, il y a des effets un peu graves qui sont là, qui fait que les patients ne veulent pas trop et les médecins ne veulent pas trop prescrire. On en est où à ce niveau-là? Eh bien, quand on commence à avoir des fractures vertébrales, rien qu'en toussant, ça veut dire que toute la colonne vertébrale est déjà bien fragilisée. Et on va avoir un mal fou à la renforcer de manière naturelle. Donc là, c'est à chacun de peser le risque. Soit il va avoir une deuxième fracture et les risques sont élevés, c'est plusieurs dizaines de pourcents de risque suivant les gens. Donc, soit on va prendre un médicament qui va diminuer le risque, qui va couper le risque entre 2 et 4.
Donc, c'est à chacun de prendre sa décision avec le conseil de son médecin pour trouver le médicament qui éventuellement sera le mieux adapté pour son cas. Les cas sont différents en fonction des personnes, en fonction du type d'ostéoporose de chacun. Donc, il faut bien discuter avec son médecin, lui poser les questions et puis faire la balance entre le risque qu'on est prêt à prendre en continuant à avoir des risques de fracture ou bien le risque qu'on est prêt à prendre en prenant un médicament qui aura peut-être, éventuellement, des soucis. Et certains médicaments, on peut les arrêter du jour au lendemain si vraiment on sent que c'est pas fait pour soi. Ouais, d'accord. Donc c'est pas une solution à exclure de manière absolue. Il s'agit de voir pour soi ce qu'on est des risques qu'on est prêt à prendre, soit en termes de fracture, soit en termes d'effets secondaires. Sachant que les effets secondaires, ça ne touche pas tout le monde. C'est une petite fraction des gens qui en prennent et qui fait peur, quoi. Et qui font peur parce qu'ils sont très, très médiatisés. Ouais. Oui, et puis bon, personne n'a envie d'avoir une nécrose de la mâchoire. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est assez effrayant comme truc. C'est pour ça que les gens ils y vont à reculons. Et est-ce que ça évolue? Parce que la dernière fois, je me suis réactualisé sur le sujet, ça date de 3-4 ans. Le fait qu'après, par exemple, une fracture du col du fémur, on sait qu'il n'y a que 10-15% qui sortent de l'hôpital avec un traitement. Oui. Et les Américains, les Canadiens, les Français étaient d'accord pour l'idée qu'il faudrait peut-être faire un peu plus par rapport à ça. Est-ce que ça évolue ou ça reste un peu dans ces chiffres-là? Alors, ça évolue très lentement. Ça évolue très lentement parce que la coordination se fait mal, en fait, au niveau des services hospitaliers. Et donc, il y a encore énormément de gens qui restent sans proposition de traitement. Parce qu'après, c'est à eux de décider s'ils souhaitent prendre le traitement ou pas. Mais même la proposition de traitement n'est souvent pas faite. Et donc, les gens repartent chez eux consolidés avec le risque que ça recommence un peu plus tard sur l'autre jambe ou bien sur une autre vertèbre. Ouais, j'ai vu que les mentalités étaient difficiles à changer de toute façon quand il y a des coutumes comme ça qui se font. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, beaucoup de professionnels de santé sont un peu réticents sur les médicaments pour toutes sortes de raisons, certaines qui sont sans doute contestables et qui font que le conseil n'est pas forcément donné au bon moment. C'était hyper intéressant, hein, cette histoire de charge et tout ça, parce que c'est vrai que souvent les personnes âgées, nous on voit ça tous les jours, ils n'osent pas soulever de la charge parce qu'ils ont peur de se faire mal, et alors que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire, il faut continuer à les athlétiser. Et intuitivement, eux, ils vont le faire de moins en moins. Il y a une pression de l'environnement, de leurs enfants, de mamie, fais pas ça, mamie, t'es trop dans le jardin, ou même dans un couple. Hein, moi, je vois souvent des gens où la dame, elle me dit, dites à mon mari qu'il en fasse moins parce qu'il va se faire mal. Absolument. Mais c'est de bon sens, en fait, parce que souvent, on fait des très gros efforts sans s'entraîner suffisamment avant. Alors que si on y va progressivement, doucement, en augmentant les charges avec un protocole qui est bien étudié, qui est bien mis au point, comme ce qui a été mis pour les stimulateurs vertébrales, par exemple, eh bien là, on va renforcer ses muscles, ses tendons, ses articulations et ses os progressivement, de telle manière à leur donner de plus en plus de résistance commune. Et ça va se faire dans le temps, ça va se faire en quelques mois. C'est pas du jour au lendemain. Non, bien sûr. Et voilà. Et ça va permettre ensuite de faire face à des contraintes bien plus importantes dans la vie de tous les jours et d'être plus à l'aise pour mener sa vie courante, tout en continuant à mener une vie bien active. J'ai eu l'occasion de faire quelques dissections anatomiques et en fonction effectivement des cadavres qu'on avait, eh bien, on voyait bien les gens qui marchaient plus ou qui faisaient plus grand chose, qui étaient alités ou qui étaient dans un fauteuil parce que la qualité du muscle, ça partait en lambeaux. Et on peut imaginer que forcément la qualité de l'os c'est exactement pareil. Quoi. Ça part, le corps c'est un ensemble. Hein. Si on stimule les muscles suffisamment, bien sûr, ils mettent de la pression sur l'os. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des conséquences aussi sur les os, des conséquences positives. Bien sûr.
tout ça, c'est un ensemble. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle… Alors, j'ai écrit un livre qui est le guide de reminéralisation naturelle, qui s'appelle Ostéoporose et ostéopénie. Quand s'inquiéter, comment réagir? Et qui explique comment prendre en charge sa déminéralisation osseuse, son ostéoporose ou son ostéopénie, à côté ou sans médicaments. Donc, ostéopénie sans médicaments, c'est pas nécessaire. Ostéoporose, ça dépend du stade de l'ostéoporose. Si vous êtes en début d'ostéoporose, les médicaments ne sont pas forcément nécessaires, rarement en fait. Si vous êtes en ostéoporose un petit peu trop avancée, là, c'est à vous d'y réfléchir, mais vous pouvez également accompagner le traitement par un certain nombre de bonnes pratiques physiques et alimentaires pour faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté. Super. Je vais mettre le lien en description pour les gens qui veulent prendre ton livre. Et tu animes aussi une page Facebook où il y a beaucoup de monde. Donc ça, c'est super. Tu leur réponds. Je trouve admirable la façon que tu gères cette page Facebook. Tu réponds à tout le monde. C'est chouette. Donc ça s'appelle Ostéoporose. Alors ça s'appelle Santé des os en fait sur Facebook. Santé des os. Donc sur Facebook, on mettra le lien donc, pour rejoindre ce groupe, qui est un groupe fermé, privé. Et ben, il y a tous les gens qui souffrent un peu d'ostéoporose et qui vont glaner des informations et des témoignages qui sont là. Et tu as un site internet aussi. Oui, qui s'appelle Homnes, HOMNES.com, sur lequel il y a toutes sortes d'articles sur la prévention. C'est ça, c'est chouette. Là, tu mets des articles scientifiques, tu mets tout ce qui est en rapport, toutes les nouveautés par rapport à ça. Pour tous les gens qui veulent se réactualiser, en plus de ton bouquin, c'est à jour sur ton site internet. C'est super. Absolument. Okay. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et bien, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de faire de vieux os, et de vieux os solides et heureux. Eh bien, ça sera la conclusion de notre échange.